Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais des profilés en aluminium simple comme ceux-ci sont littéralement et métaphoriquement la colonne vertébrale des projets d'ingénierie faits maison. Utilisés dans tout, des imprimantes 3D aux machines, commandes numériques par ordinateur, en passant par les bureaux, les gabarits et bien plus encore, ils offrent une solution légère, rigide et polyvalente à toutes sortes de défis d'ingénierie. Et pourtant, pour beaucoup des utilisations que nous en faisons en tant que bricoleurs, nous n'avons pas besoin de toute leur solidité ni de leur poids. Donc récemment, quand j'ai commencé à faire des recherches pour un projet qui nécessitait des profils 2020 un peu moins courants que ceux que j'ai habituellement sous la main, j'ai eu la même pensée qui traverse régulièrement l'esprit de tout propriétaire d'imprimante 3D. Je parie que je pourrais imprimer ça et que ce serait mieux que l'original. Donc dans cette vidéo, nous allons voir si j'ai raison. Avec les imprimantes 3D modernes et la grande variété de matériaux composites très robustes, peut-on vraiment imprimer en 3D ? Des profilés fonctionnels solides adaptés à vos propres projets de bricolage. Où est-ce que je vais juste perdre environ une semaine de mon temps et 6 types différents de filaments très coûteux pour quelque chose que j'aurais probablement dû simplement acheter tout fait. J'ai beaucoup appris durant ce processus et je suis enthousiaste de le partager avec vous. Commençons. Alors, qu'est-ce qu'on doit accomplir pour que cette petite expérience soit un succès ? Eh bien, tout d'abord, je pense que ça va un peu de soi. Mais si on va utiliser ces profilés dans un vrai projet, et c'est le cas si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Non. Oui, je suis un idiot. Le moment de vérité, je suis très nerveux. Nous avons besoin qu'elle soit droite et au moins modérément précise au niveau des dimensions. De plus, elles doivent être solides et rigides. Je veux dire, tout l'intérêt des profilés en aluminium dans les projets est de fournir une structure solide et rigide. Et enfin, pour la plupart des applications auxquelles vous et moi les destinons, c'est-à-dire autour des imprimantes 3D, elles doivent avoir au moins une résistance modérée à la chaleur, quelque chose comme jusqu'à 60 degrés Celsius ou à peu près. Alors voyons ça. Précision dimensionnelle, rigidité et résistance à la chaleur. Nous devrons sortir les filaments en fibre de carbone. Alors, pour commencer, je voulais essayer d'imprimer ces pièces avec ce rouleau de PETG carbone fibre d'Atomic Filament pour une raison simple. Le PETG, contrairement aux autres filaments exotiques en carbone que j'ai sous la main, peut être imprimé sur une imprimante ouverte. Oui, j'ai plein d'imprimantes fermées, jusqu'à 350 mm3, mais si je veux pouvoir imprimer de grandes pièces extrudées, alors il va falloir compter sur une imprimante ouverte comme la Sobel SV8 Max, ou mieux encore, l'imprimante à tapis IdeaMaker IR 3V2. Cette dernière offre plusieurs avantages, notamment la possibilité d'imprimer en longueur infinie. Mais en plus, comme elle imprime à 45 degrés, elle nous permettra aussi d'imprimer presque toute l'extrusion sans support. Nous avons juste besoin de soutenir le tout début, puis le reste de l'extrusion s'imprimera tel quel, ce qui nous fera gagner du temps, économiser du matériau et réduire le risque d'échec si les supports se détachent. Alors allons-y, téléchargeons le type d'extrusion dont nous avons besoin, mettons-le à l'échelle à la longueur appropriée et lançons l'impression. L'extrusion a été imprimée, mais comme vous pouvez le constater, il y a de sérieux problèmes. Il n'y a pas de profil pour cette imprimante pour les filaments en fibre de carbone et je suis vraiment impatient, donc j'ajuste et je teste un peu les choses au fur et à mesure. Maintenant, même après avoir poncé cette extrusion, et oui, ne vous inquiétez pas, j'ai porté un masque respiratoire, puis j'ai utilisé la cartouche d'air comprimé filtré haute efficacité pour les particules aériennes de HOTO pour aspirer la poussière. J'envisage de faire une vidéo sur les nouveaux outils de fabrication haut de gamme qui arrivent sur le marché actuellement. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Bref, revenons au problème avec cette extrusion. Tout d'abord, il est presque impossible de faire glisser les bandes de TPE que j'ai imprimées. Il y a tout simplement trop de petites bosses et il y a trop de friction avec la fibre de carbone. Deuxièmement, ce truc n'est vraiment pas rigide. J'espérais vraiment que la fibre de carbone rendrait le PETG, qui est généralement assez flexible, beaucoup plus rigide, mais comme vous pouvez le voir, ça ne va pas marcher. Direction le support à bobine. Ici, encore une fois, nous n'avons aucun profil pour LIR3V2, donc nous allons devoir estimer, ajuster les paramètres au fur et à mesure. Alors, allons essayer ça. D'accord,
Donc ça n'a pas marché pour plusieurs raisons, mais c'était assez instructif. Comme l'échec l'est honnêtement toujours. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, j'ai oublié d'ajuster les paramètres de refroidissement lorsque j'ai copié mon profil PETG. On a eu un peu de gauchissement au début avant que je réussisse à baisser le ventilateur. Le reste, honnêtement, a plutôt bien fonctionné jusqu'au moment où l'imprimante a eu un problème thermique. Malheureusement, quand j'imprimais du PETG, j'avais en fait appliqué un bâton de colle pour éviter que ça colle trop au plateau et que ça le détériore davantage comme la dernière fois que j'ai imprimé du PETG. Mais oui, cette stratégie s'est vraiment retournée contre moi parce qu'elle a donné naissance à un monstre de filament. Et même si je pensais avoir complètement nettoyé la tête d'impression, apparemment ce n'était pas le cas. Bref, l'extrémité de cette extrusion s'est effectivement déformée et je m'inquiète toujours de la friction de la fibre de carbone lorsque je fais glisser les pièces en TPU. Donc c'est juste pour vérifier, je veux passer à de l'acide acétylsalicylique classique et voir ce qui se passe. Pourquoi l'acide acétylsalicylique ? Eh bien, d'après mon expérience, la version d'acide acétylsalicylique que j'utilise, celle de Polymaker, se déforme beaucoup moins que d'autres marques et certainement beaucoup moins que l'ABS classique. Et il peut même parfois être imprimé sur une imprimante ouverte. De plus, il a une résistance à la chaleur élevée, environ 93 degrés Celsius, largement suffisante pour notre projet de fin de vidéo. Faisons un essai rapide pour voir comment ça marche. Et si ça marche, on pourra revenir à ASACF, où j'ai aussi quelques autres idées que nous pourrons essayer. Très bien, donc j'ai continué à avoir plein d'erreurs thermiques sur la tête d'impression, d'où ces impressions ratées que vous voyez ici, et j'ai fini par passer 1 heure ou plus à démonter toute la tête d'impression, à percer des vis abîmées qui m'empêchaient d'obtenir une bonne étanchéité avec le dissipateur thermique, puis à nettoyer toute la saleté, etc. Mais au final, c'était probablement juste une thermistance desserrée. C'est une excellente leçon pour nous tous. Ne supposez pas connaître le problème. Ça vaut toujours la peine de vérifier les causes évidentes et bêtes avant de plonger dans le terrier du dépannage. Mais bon, l'essentiel est que l'imprimante soit réparée. Et j'ai réussi à imprimer une extrusion complète, mais nous ne sommes pas encore complètement tirés d'affaire. Tu vois, même si le Magigou Super Grip fait un travail assez admirable pour maintenir l'impression sur le plateau, ça gondole encore légèrement au début. Je crois savoir pourquoi. C'est une imprimante à courroie, même si la courroie est bien tendue contre les rouleaux. Évidemment, il y a assez de jeu pour qu'elle puisse tourner sans trop de friction. Donc, ce que je pense qu'il se passe, c'est qu'au début, avant qu'il y ait d'autres impressions pour la maintenir, l'extrusion veut vraiment se déformer, mais elle ne peut pas se détacher à cause de la magie utilisée. Cependant, elle peut tirer sur le mou du tapis, ce qui nous donne juste un tout petit peu de déformation au début. Et en fait, je pense que beaucoup des problèmes de qualité d'impression que j'ai eus avant, et sur celle-ci, sont en réalité causés par ce petit mouvement du tapis. Si vous regardez de près pendant l'impression, la buse frotte contre la pièce, ce qui normalement ne serait pas un si gros problème. Mais comme elle a déjà tendance à se soulever, cela soulève légèrement la pièce. En fait, je pensais que c'était un problème d'avance de pression. Mais ce qui est étrange, c'est que cela ne se produit que sur les 2 coins inférieurs, et seulement après une certaine hauteur. Et donc je pense qu'en réalité, cela vient du fait que la courroie n'est pas complètement fixée en place, et qu'elle bouge légèrement. Oui, on pourrait maintenant revenir et essayer la fibre de verre acide acétylsalicylique, maintenant qu'on a réparé l'imprimante, et on peut voir si l'ajout de fibre de verre suffit à améliorer un peu ce gauchissement, mais cela ne résoudra peut-être pas le problème du plateau qui se soulève légèrement. Et avec la friction de la fibre de carbone, cela pourrait même être pire. Donc, en attendant, je veux essayer du polyamide chargé en fibre de carbone ou du nylon fibre de carbone, pour lesquels j'ai déjà de bons profils, mais je veux en fait essayer de l'imprimer sur une imprimante normale, où le plateau ne se soulève pas aussi facilement. Le truc, c'est que pour le projet que je prévois, auquel on va revenir, j'ai besoin d'extrusions aussi longues que 530 mm. Si seulement j'avais une imprimante fermée qui pouvait imprimer quelque chose d'aussi grand. Oh, Snapmaker! En fait, j'en ai une plus ou moins. Le logiciel Snapmaker ne me permet pas d'imprimer un objet de cette taille sur l'imprimante Snapmaker Artisan. Mais heureusement, tu peux en fait l'utiliser avec Orca Slicer. Et ça veut dire que tu as beaucoup plus de profils disponibles qu'avec le logiciel Idea Maker qu'on utilisait avant avec l'imprimante à bande. Et ça veut dire qu'on a un contrôle beaucoup plus précis.
En fait, je pourrais essayer quelque chose d'un peu fou plus tard pour résoudre notre petit problème d'insertion de TPU. Mais d'abord, voyons si cette machine peut vraiment gérer ce nylon en fibre de carbone que j'ai obtenu de Guietix Polymère. Côté hot-end, il peut monter jusqu'à 300 degrés, mais le plateau chauffant ne peut atteindre que 110 degrés au centre. Le reste peut atteindre jusqu'à 80 degrés. Heureusement, Magigou propose aussi un produit spécialement conçu pour le nylon. Et ils m'ont dit qu'avec ça, on pouvait même imprimer du nylon sur une imprimante ouverte, c'est fou là. Alors ça, pourquoi pas ? Bon, eh bien, ça n'a pas marché, mais pas pour les raisons auxquelles je m'attendais. En fait, l'impression est restée vraiment bien en place, très solide. Le problème venait en réalité des supports. Pour ce projet, j'ai besoin d'une extrusion avec 3 côtés ouverts. Et comme imprimer cette pièce à la verticale la rendrait extrêmement fragile et probablement pas droite du tout, cela signifie qu'il faut utiliser des supports à l'intérieur des rainures. Mais il semble que les profils par défaut dans Orca Slicer pour cette imprimante utilisent 0 jeu, car ils prévoient que vous utilisiez un matériau de support différent, comme un support détachable ou même un support soluble, ce que j'ai déjà fait avec cette imprimante auparavant. Donc je n'ai pas vérifié ça et il semble qu'on ait eu une collision, ce qui a provoqué un spaghetti monstrueux très coûteux. Mais c'est vraiment prometteur. La partie qui a été imprimée l'a été de façon absolument magnifique. Je pense que si je trouve juste les bons réglages de support, on pourra obtenir un profil complet. Mais je suis quand même inquiet. Je crains d'abord que les supports rendent les bords irréguliers, ce qui rendra encore plus difficile l'insertion de ces bandes de TPU que j'ai imprimées. Ensuite, je m'inquiète de risques d'échec plus coûteux si ces petits supports tombent ou entrent en collision avec la tête d'impression. Si seulement il y avait un moyen d'insérer la bande de TPU en cours d'impression pendant que l'extrusion se fait. Double Snapmaker. Je viens de réaliser que le Snapmaker Artisan a bien une double extrusion, c'est-à-dire une imprimante avec 2 buses. Donc en théorie, je pourrais orienter la pièce de façon à n'avoir besoin de support que d'un côté, ce qui n'aurait pas besoin d'être parfait, puisque la bande de TPU serait déjà dans le canal là où j'en ai vraiment besoin. Et en plus, le TPU lui-même pourrait en fait soutenir les surplombs de ce canal supérieur. C'est risqué, mais si ça marche, je suis un... Ça n'a pas marché précisément parce que je ne suis pas un génie, je suis un idiot. Et enfin, en fait, ça marchait, mais je voulais faire de superbes plans de coupe pour vous tous. Et j'ai un peu laissé un pied de trépied devant le plateau pendant que je changeais d'objectif. Oups. Donc, d'une certaine manière, c'est en fait à cause de vous que l'impression a échoué. Et vous devriez probablement liker et vous abonner si vous voulez vous rattraper, ou pas. Honnêtement, je vous ai déjà pardonné. Pour les gens de Snapmaker, ce serait génial de permettre le retour à zéro sur les axes X-Y. Malgré tout, cette demi-impression est très prometteuse. Je veux dire, regardez à quel point les surfaces sont parfaites et à quel point ça adhère bien au plateau d'impression. Et regardez comme les supports tiennent bien. Je me sens vraiment bien à propos de ça. Et aussi regardez à quel point c'est rigide, même si ce n'est qu'environ 1/3 du profil. Cette fois, il n'y a aucune chance que ça ne marche pas. Ouais, ça n'a toujours pas marché. Malgré toutes ces grandes qualités et caractéristiques, le Stuntmaker Artisan a un extrudeur qui est pratiquement totalement incompatible avec les filaments flexibles. J'ai essayé plusieurs fois avec différentes configurations pour essayer de réduire la friction sur le filament et ça ne marchait tout simplement pas. De plus, la forte friction du filament en fibre de carbone dans le long tube Bowden semble avoir provoqué une sous-extrusion tout au long de l'impression. Cette vidéo commence à s'allonger et j'essaie de limiter mes vidéos à moins de 24 minutes récemment. De plus, on a encore un vrai projet à réaliser. Alors passons directement à l'option nucléaire. Sorayatech m'a récemment envoyé un peu de leur matériau polypropylène chargé en fibre de carbone qui est censé offrir une résistance comparable à celle du métal. Au départ, j'ai en fait chargé ce qui est essentiellement le filament le plus résistant que l'on puisse acheter, du moins pour les consommateurs, c'est le polyphénylène sulfure chargé en fibre de carbone de Polymaker. Mais ensuite, j'ai fait le calcul et je me suis rendu compte qu'il coûterait en fait plus cher d'imprimer ces pièces avec ce matériau que de simplement les acheter. Pourquoi ne pas essayer le polypropylène chargé en fibre de carbone de Sorayatech, beaucoup moins cher? Jetez-y un coup d'œil. J'ai imprimé ces profilés sur la Creality K2+, à environ 310 degrés Celsius, directement depuis le sèche-filament E2 de Sunlu, réglé à 110 degrés Celsius.
J'ai aussi appliqué généreusement le produit d'adhésion pour plateau polyamide de Magigou. Et honnêtement, je m'attendais à quelques échecs et réglages, mais à ma grande surprise, ils se sont imprimés parfaitement du premier coup, sans aucun problème. Je m'inquiétais aussi des supports et de leur retrait sur un matériau aussi résistant, mais honnêtement, les profils sur la KE2 étaient vraiment bons. Et le retrait des supports, regardez ça, aucun problème. La seule chose agaçante, c'est qu'il n'y a en fait aucun moyen de sélectionner le polyphthalamide carbone fibre sur l'imprimante. Et elle ne vous laisse pas imprimer à moins que le matériau corresponde au G-code. Donc je crois que j'ai simplement indiqué que c'était du polysulfure de phénylène carbone fibre, car honnêtement, c'est assez proche. Au fait, je pense que toutes mes craintes concernant la friction lors de l'ajout des bandes au plafond étaient probablement infondées. Parce que une fois que j'ai eu des profils parfaitement réglés, regardez ça. Elle glisse vraiment étonnamment bien et elle s'ajuste parfaitement. Le seul problème est le volume de construction. Notre projet nécessite 2 de ces profilés de 470 mm que nous avons, mais il nous faut aussi 2 profilés de 530 mm. Et la seule imprimante non à courroie que je possède qui puisse imprimer aussi grand, c'est la Sobel SV08 Max. Et malheureusement, comme cela m'arrive toujours avec les imprimantes de pré-production, je l'ai cassée. J'ai apparemment grillé le lit chauffant. De plus, elle n'est pas encore fermée. L'enceinte n'a pas encore été sortie. Alors, pourquoi ne pas retourner vers la Snapmaker artisane, la queue entre les jambes, et voir si on peut réussir à imprimer ce matériau? Peut-être en réduisant au maximum la friction sur le chemin du filament pour éviter toute sous-extrusion. Voyons ce que ça donne. Mais souvenez-vous, nous n'avons pas seulement imprimé ces profils pour prouver que nous pouvions le faire. Nous les avons imprimés pour les utiliser dans un vrai projet. Vont-ils vraiment fonctionner? Sont-ils suffisamment précis et solides pour réellement remplir leur objectif prévu? Ou bien les parois des rainures en V vont-elles se fissurer dès que j'essaierai d'y fixer des écrous hantés? Je suppose qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir, place au montage. Non. Non. Très bien, nous l'avons assemblé. Et maintenant, le moment de vérité, je suis vraiment nerveux pour cette partie. Ça fonctionne vraiment. C'est pas possible. Je n'arrive pas à croire que ça marche. Donc oui, pour des pièces non structurelles comme ce mode de porte cliquetant, il s'avère qu'en fait, comme le suggère notre marchandise, vous pouvez tout simplement l'imprimer. Et en fait, je vais admettre que j'ai initialement testé cette idée il y a environ 6 mois, quand j'ai imprimé en 3D une extrusion de renfort croisé pour aider à supporter le poids de l'unité multimatériaux au-dessus de l'imprimante. Je ne savais pas si ça fonctionnerait avec quelque chose devant bouger et subir diverses forces. Cependant, il reste certainement des mises en garde et des améliorations à apporter à cette idée. Tout d'abord, lors de l'assemblage, les profilés se sont cassés à plusieurs endroits prévisibles, mais de façon intéressante. Seulement ceux qui avaient été imprimés sur le Snapmaker, ce que j'attribue à la température maximale de buse, relativement basse, de 300 degrés Celsius combinée à l'absence de chambre chauffée. Ceux imprimés sur le K2+, à 320 degrés Celsius, et avec une température interne de chambre très élevée, étaient en fait étonnamment robustes. Pour mener ce projet à bien, j'ai fini par souder le plastique ensemble à toutes les jonctions. Ce n'était pas très glamour, mais ça a permis de terminer le travail. Mais honnêtement, en regardant certains des échantillons que j'ai imprimés en simple acide acétylsalicylique classique, je pense que les encoches sur ceux-là pourraient en fait être plus solides. Et cela a du sens puisque les additifs ajoutent de la rigidité, mais ils compromettent l'adhésion entre les couches.
Je pense que pour que cela fonctionne, il faut vraiment donner aux matériaux les conditions idéales pour l'adhésion entre les couches. Donc je serais intéressé de réessayer d'imprimer ces pièces dans une imprimante fermée, en acide acétylsalicylique, ou même en polypropylène chargé en fibre de carbone, une fois que j'aurai fermé soit l'imprimante à courroie, soit la Sobel SVO 8 Max. Ou peut-être que l'un d'entre vous veut expérimenter l'impression de ces pièces avec le nouveau haute température PLA de Polymaker, qui, bien qu'il soit imprimable sur une imprimante ouverte, devrait être vraiment rigide et résister évidemment aux températures dont nous avons besoin pour la plupart des usages. De plus, si vous prévoyez de recréer ce projet chez vous, notez simplement que je me suis complètement trompé à propos des inserts en TPU. Il s'avère qu'après toutes mes inquiétudes concernant les bandes de TPU, ce n'était absolument pas un problème. Parce que celles que j'avais cherchées et imprimées n'étaient pas du tout ce qu'il fallait pour le projet, je les ai retirées et j'ai conçu 2 de mes propres modèles qui sont actuellement en train d'être imprimés dans l'autre pièce. L'un s'insère entre l'acrylique et l'extrusion, le maintenant en place et l'étanchéifiant, comme le concepteur de ce mode l'avait initialement prévu. Et l'autre est essentiellement juste un cache d'extrusion plus épais pour assurer une étanchéité entre la porte et l'imprimante elle-même, ce que je trouve personnellement beaucoup plus stylé que le simple ruban en mousse. C'est d'ailleurs des projets comme celui-ci qui me rendent vraiment très reconnaissant que Polymaker soit un sponsor de la chaîne, parce qu'il y a très peu de fabricants de filaments qui proposent réellement des couleurs assorties entre leurs différents types de filaments. Et écoutez, je sais que les profilés imprimés en 3D ne vont pas remplacer ceux en aluminium. De sitôt, et que les profilés en aluminium sont bon marché, facilement disponibles et plus recyclables que le plastique. Mais je pense quand même que c'est une façon amusante et prometteuse de réduire soit le coût, soit le poids de certains aspects de vos constructions. Ou alors, cela vous permet de terminer un projet sans avoir à attendre la livraison des profilés commandés. Mais j'aimerais vraiment connaître votre avis dans les commentaires. Zéa, est-ce que vous feriez ça pour une partie de votre prochain projet, ou est-ce que c'était un projet complètement idiot selon vous? J'aimerais aussi savoir si vous aimez ce genre de vidéo où j'ai une idée folle et j'expérimente pour voir si c'est possible. Et comment? Avec l'impression 3D, j'ai adoré faire cette vidéo. Si vous en voulez d'autres similaires, faites-le moi savoir en commentaire. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve à la prochaine couche.